Amis de Befrovision, bonjour. C'est avec plaisir qu'après cette période de confinement, je vous retrouve pour vous présenter le journal télévisé de cette semaine, dont voici le programme. Très attendu, la réouverture de la piscine. Et pour ceux qui voudront se reposer après quelques brasses coulées, rien de tel que la réouverture de la Givebox pour se reformater les neurones. Les raisons administratives reprennent rapidement le dessus avec la réunion du conseil d'agglomération. Pour ceux qui aiment la musique, l'école de musique propose cette semaine l'apprentissage du piano et du corps d'harmonie. Enfin, l'accueil des enfants du 6 au 31 juillet, des enfants à vacances plurielles, vous est dévoilé. Puis nous passerons aux annonces locales. Cette période de forte chaleur nous fait regretter quelques brasses dans la piscine. Mais rassurez-vous, sa réouverture est programmée pour le 1er juillet. Cependant, il vous faudra respecter quelques consignes et, surtout, réserver votre créneau de baignade. Pour tout renseignement, appelez le 03 27 77 05 04. Alors dans les prochains jours, on va réouvrir après un peu plus de 3 mois de fermeture suite à la crise sanitaire du Covid-19. Donc la date de réouverture est prévue au 1er juillet prochain, donc mercredi prochain. Mais évidemment dans des conditions bien spécifiques. Oui, bien sûr. Alors tout ce qui est jauge, donc capacité d'accueil sera réduite. Nous allons accueillir tous les publics sur des créneaux bien définis, donc il y aura des créneaux nageurs, il y aura des créneaux baignade famille, des créneaux aqua sport et aqua fitness, des créneaux aussi pour la zone bien-être et la zone fitness et cardio musculation. Alors donc on ne pourra pas venir n'importe comment. Non, il faudra se rendre sur le site moncentreaquatique.com pour pouvoir réserver sa place et aussi régler donc son entrée. Vous aurez également la possibilité, si vous n'avez pas accès à Internet, d'appeler directement à l'accueil. Les hôtesses se feront un plaisir de vous inscrire sur le créneau souhaité. Alors j'ai envie de venir nager, alors comment je vais faire en franchissant la porte ? Quand vous arrivez sur le site, vous allez avoir un circuit client, donc dans le respect des distanciations, avec un marquage au sol et des affichages un peu partout dans le bâtiment. Donc vous vous présentez à l'accueil, vous allez avoir un code barre que vous devez avoir récupéré suite à l'inscription sur moncentreaquatique.com. Vous le présentez à l'accueil, on valide votre inscription, on vérifie votre identité. Et suite à cela, vous pourrez accéder au bassin, toujours en étant doté du masque de protection jusqu'au vestiaire. À partir du vestiaire, la douche sera obligatoire et savonnée, surtout savonnée. Et suite à cela, vous pourrez profiter de votre séance et aller nager comme vous le souhaitez. Alors sur les créneaux nageurs, on est limité à 30 personnes en même temps, donc 5 personnes par couloir. Donc ça c'est vraiment pour le créneau nageur, donc natation. Sur le créneau baignade, on va faire des vagues de 45 personnes. Donc le matin, il y aura une seule vague et l'après-midi, vous aurez 3 vagues de 45 personnes. Donc vous pourrez être accueillis au maximum sur 135 personnes en simultané. Et au niveau des espaces détente ? Espace détente, donc il sera également ouvert. On a une jauge à 8 personnes dans les saunas et hammams. Côté fitness et côté cardio-musculation, pareil, 8 personnes. Petite précision sur le fitness, si les courses se réalisent à l'extérieur, on pourra monter jusqu'à 20 personnes en simultané. Si le pentaglisse va être oublié en fonction ? Alors le pentaglisse sera ouvert dès le 1er juillet, exactement. Donc il est doté de 3 pistes, donc on va ouvrir les 2 pistes extérieures et condamner la piste intérieure de manière à garder une distance de 1 mètre entre chaque. Et votre personnel aura des consignes bien spécifiques à faire adopter aux nageurs ? Oui, bien sûr, ils ont été formés par rapport à cette crise sanitaire, donc ils vont devoir faire respecter d'abord eux et faire respecter les distanciations, les gestes barrières. Donc ils seront dotés de PI, masques, visières pour les agents d'entretien et gants. À l'accueil, comme vous pouvez le constater, on a déjà mis un plexiglas pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Les agents d'accueil seront aussi dotés de masques et de gants. Donc tous les EPI seront distribués à l'ensemble du personnel dès la réouverture. Voilà. Et au niveau des horaires, alors comment ça fonctionne ?
Alors, on a le créneau cours de natation le matin à 9 h, donc il durera 45 minutes. Suite à ça, il y aura une période de désinfection. Donc, entre chaque créneau, tout au long de la journée, on installera une période de 30 minutes de désinfection. Donc, des cabines, des vestiaires, du matériel qui sera prêté pour les nageurs, tout ce qui est garde-corps, barrière, tout sera désinfecté. Donc, j'ai parlé du créneau natation donc pour les enfants, donc les cours de natation le matin. Donc, derrière ça, il y aura un cours de nageur, un cours de natation, donc que pour le bassin sportif. Non, je vous dis des bêtises. C'est un cours d'abord un temps de baignade, donc pour la famille. Et suivi de ça, il y aura un cours pour les aquafitness avec le créneau nageur. Les après-midi, donc 3 vagues de séances baignade. Donc vous avez un créneau de 2 heures avec 1h30 effective dans l'eau. Donc 15 minutes avant pour l'arrivée et 15 minutes pour le retour à la sortie. Et donc les vagues seront, elles seront espacées de 30 minutes. Donc la première vague arrive par exemple à 14 h, la deuxième à 14 h 30 et la troisième à 15 h. Et donc tout ça sur le Cateau et Caudry. C'est ça. Il y a juste un petit bémol entre les deux sites. On a voulu dissocier les 2 soirées nocturnes. Donc la nocturne se fera à Caudry le mardi soir et sur le Cateau le vendredi soir. Je vais peut-être demander à M. Modarelli, en tant que vice-président d'Aglo chargé de la piscine, alors un petit mot. Écoutez, moi je suis heureux de vous annoncer que effectivement, après ces moments très difficiles que nous avons vécus tous ensemble, à partir du 1er juillet, les gens qui avaient envie de venir à l'espace nautique vont pouvoir retrouver cet espace qui leur est entièrement ouvert, bien entendu, en tenant compte des prescriptions sanitaires obligatoires, et puis en fonction de ce que le directeur vient de vous dire à l'instant sur les modalités d'accès et aussi de disposition de l'espace nautique. Voilà, je trouve que la population catésienne ou de la CA2C va pouvoir, pour les nageurs ou les gens qui ont envie de passer un bon moment en famille ou seul, de retrouver un espace qui leur est entièrement dédié. Donc venez nombreux, je pense que c'est ce qu'il faut souhaiter à chacun, pouvoir retrouver l'ambiance, pouvoir retrouver l'envie de faire un effort, de se nager, de détendre. Voilà, donc le 1er juillet, n'hésitez pas, appelez, prenez contact par Internet pour réserver vos créneaux. Et puis, je pense que toute l'équipe de l'espace nautique du Cateau est prête à vous accueillir dans les meilleures conditions, tout en respectant les règles sanitaires qui sont très, parfois contraignantes, mais qui font que on va se protéger les uns les autres. Et c'est indispensable et important. Donc, n'hésitez pas, c'est grand ouvert. Vous y retrouverez une équipe sympathique, un directeur qui est à l'écoute des gens qui ont envie de se détendre. Voilà. Et donc, nous, au niveau de la CA2C, on est heureux de pouvoir remettre à disposition, avec l'aide et surtout la mise en place des protocoles qui n'étaient pas du tout simple à mettre en œuvre compte tenu de toutes les contraintes exigeantes. Voilà, il y a un travail qui est énorme qui a été fait, et je voudrais simplement dire également que si la réouverture ne s'est pas faite plus rapidement, c'est que nous en avons profité pour mettre le temps au temps pour accueillir les gens dans les meilleures conditions sanitaires et techniques possibles. Nous avons décalé la vidange qui avait lieu traditionnellement au mois de septembre, donc à l'avant la réouverture. Ça nous permet également de repartir et de ne pas refaire un arrêt au mois de septembre comme il était prévu traditionnellement. Deuxième point également, c'est que l'ARS, l'Agence régionale de santé, nous a imposé des diagnostics sanitaires concernant l'eau, puisque compte tenu du fait qu'il y avait une fermeture prolongée, il y avait des potentialités de l'eugénol. Ce qui fait que, voilà, ça mis bout à bout, entre les effets d'annonce du gouvernement et la mise en pratique de ces effets-là et la mise en pratique de la réouverture possible, il nous a fallu un temps non négligeable. Je peux comprendre l'attente et l'impatience de certaines personnes, mais on était obligé d'en passer par là. Voilà, parce qu'une
comme je le dis de façon très, très, très simple, une piscine telle que nous la connaissons ici sur le Cateau ou sur Caudry, ce n'est pas une simple baignoire. Il y a des conditions techniques à remettre en fonctionnement. Le contexte sanitaire qui est là, donc le vidange des bassins, le nettoyage. Voilà. Vraiment, c'est un travail énorme qu'il fallait mettre en place, et donc l'ouverture plus rapide n'était pas possible. Nous avons préféré prendre le temps et de mettre un dispositif et un équipement répondant à tous les critères de sécurité des uns et des autres. Alors, donc la CA2C avait souhaité, avec Espace, la meilleure des conditions pour que chaque nageur demain puisse se sentir en pleine sécurité avec l'aide de toutes les équipes et que ce soit des maîtres nageurs, de la direction, des hôtesses d'accueil, voilà. Tout mettre en œuvre pour que les gens viennent ici par plaisir, sans ayant une crainte, quelle qu'elle soit, infondée. M. Brillat, un dernier mot? Eh ben, écoutez, on est heureux de pouvoir vous accueillir de nouveau sur nos sites du Haut-Le Cateau et du Haut-Caudry, et on a même hâte de vous revoir. Donc on se donne rendez-vous au 1er juillet pour la réouverture. Je voudrais également préciser pour Beffroi Vision, c'est que nous sommes sur le site de Le Cateau, mais le protocole sanitaire qui est mis en place sur Le Cateau est également valable sur Caudry, puisque les deux structures sont gérées par un même prestataire dans le cadre d'une DSP, donc délégation de service public, mais restent propriétaires de la communauté d'agglomération du Caudry-Cathésie. Donc les deux structures sont complémentaires, les tarifications sont complémentaires et identiques, et les horaires, à quelques nuances près, compte tenu de la spécificité de la structure, sont les mêmes. Donc si vous souhaitez venir au Cateau, aucun problème. Si vous souhaitez aller sur Caudry, le même dispositif, le même numéro de téléphone, ou les mêmes, comment dirais-je... Les mêmes procédures d'inscription. Voilà, vous restez sur la même démarche. Donc, n'hésitez pas, je pense que vous y retrouverez du plaisir. Et puis, les conditions climatiques vont nous aider pour que cette reprise se fasse dans les meilleures conditions possibles et pour le plaisir de tous. La réouverture de la Givebox, gérée par des bénévoles, où chacun peut y déposer ou prendre différents livres ou objets. Mais attention, précise Louise Guérin, qui est à l'origine du projet, ce n'est pas un dépotoir. Contact au 06 45 89 94 52 ou sur la page Facebook dédiée, la page Facebook Solidarité Box. Alors bonjour chers Cathésiens, Cathésiennes, bienvenue ici à 11 rue du Bois-Montplaisir où se situe la Givebox Le Cateau Nord. Donc je rappelle le principe de la Givebox. La Givebox, c'est une boîte à dons. Dans cette boîte, vous allez pouvoir mettre des choses que vous n'utilisez plus chez vous. Donc comme des jeux, CD, DVD, des jouets, des peluches que vous allez pouvoir mettre dans cette boîte. Et puis si vous passez et puis vous voyez quelque chose qui vous intéresse, vous allez pouvoir le prendre et le garder chez vous. Voilà. Donc ici, ça va être la réouverture, donc le 1er juillet, après une longue période très difficile avec la crise sanitaire que nous avons connue. Donc nous avons mis en place un protocole, parce que forcément, crise sanitaire égale protocole. Donc ce protocole, il est simple. Pour venir à la Givebox, il faudra avoir à sa possession un masque, du gel hydroalcoolique, une paire de gants, et respecter minimum 1,50 m si vous voyez d'autres personnes autour de la Givebox. Donc ça, c'est le premier point, c'est les gestes barrières. Le deuxième point que je vais aligner, c'est interdiction de mettre des vêtements, chaussures, draps, chaussettes, petites culottes, oreillers. C'est interdit jusqu'à nouvel ordre. Donc dans le précédent charte, nous avons mis en place déjà des choses interdites. Là, ça continue à être interdit. Donc, jusqu'à nouvel ordre. Donc, je demande aux chers Cathésiens, Cathésiennes et alentours de ne pas déposer des choses devant la Givebox. De ce que j'ai dit en interdit, vêtements, ou encore quand la grille elle est fermée, de pas déposer des sachets, parce que nous ne sommes pas là H24.
Je rappelle que c'est un outil simple, efficace à utiliser. Il faut juste respecter les consignes qu'on donne. Donc c'est quand même une Givebox autonome. Donc on laisse un peu les gens. On n'est pas là derrière eux pour dire on peut pas. C'est pas notre travail. Nous avons assez de travail en tant que bénévoles. Voilà. Alors ensuite, avant de déposer un objet, donc un cadre. Si vous avez un cadre chez vous, vous le dépoussiez. Vous faites de la poussière, vous l'enlevez, vous passez un petit coup et vous venez le mettre dans la Givebox. Et si vous reprenez ce cadre, on vous conseille de le renettoyer derrière. Donc voilà, c'est plusieurs points qu'on a mis en place. Ensuite, évitez de mettre vos masques, vos gants dans la Givebox. Ce n'est pas un dépotoir. Il y a des poubelles à 50 mètres, il y en a une là, une là-bas. Donc, on peut se déplacer facilement dans l'enceinte en sécurité. Donc, je vous demande de bien vouloir faire le nécessaire. Merci. Donc après, pour les projets de Solidarity Box de septembre à décembre, alors je vais être honnête avec vous, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va pouvoir adapter des projets, vu la crise sanitaire qui nous poursuit encore. Donc on n'est pas libéré de tout. Donc il faut être vigilant. Nous sommes inscrits à la Saint-Mathieu pour la foire d'Autan. Donc je croise les doigts qu'on pourra s'installer, que ça va pouvoir avoir lieu, cette belle fête de festivité que tout le monde attend très impatient, la Saint-Mathieu. Mais pour l'instant, nous sommes à incertitude, donc je ne sais pas, je ne peux pas prévoir, je ne peux pas dire, donc il faut j'attendre. Donc j'attends, je fais comme mes collègues, j'attends. Mais c'est vrai que cette année, c'est très 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 difficile à mettre en place des choses, compte tenu de la tournure que ça prend. Donc septembre, ça sera autre chose. Donc en espérant d'avoir des bonnes nouvelles et puis de pouvoir rattaquer comme les années précédentes. Et voilà, donc c'est aussi dire qu'on fête les 4 ans de la Givebox le 1er juillet. Donc ça fait déjà 4 ans qu'elle est en place déjà. Donc on touche du bois quand même. Elle tient, elle a résisté aux tempêtes. On ne nous l'a pas brûlée. Donc ça c'est très bien. Donc il faut continuer comme ça à bien la protéger et puis c'est un bon outil pour notre ville. Voyons le reportage du conseil d'agglomération CA2C qui a eu lieu le 16 juin à Caudry. Alors nous sommes le 16 juin 2020, c'est le premier conseil communautaire au Val de Rio à Caudry. Et donc après la présentation des membres du conseil d'agglomération, qui finalement représente 46 communes, 372 km, 64 900 habitants, avec un budget de 34 millions d'euros. Le bureau est composé de 9 vice-présidents, de 74 conseillers. Vous voyez, j'ai bien étudié ma leçon. Comment s'est déroulée finalement, Monsieur le Président, cette première réunion ? C'est une réunion à la fois de rentrée, après la période du Covid qui nous a tenus éloignés des collègues, et à la fois d'intégration des nouveaux élus issus des élections du 15 mars. Donc il y avait à peu près une quinzaine d'élus nouveaux, auxquels il a fallu d'abord présenter un peu les compétences de l'agglo, et Dieu sait qu'elles sont énormes, et après passer les actes que j'avais pris pendant la période du Covid et que je soumettais pour visa au conseil communautaire, et puis des points bien précis sur le développement économique, sur les transferts de charges, sur différents points qui intéressent la vie d'une communauté d'agglo. Alors là, apparemment, vous avez envoyé 147 pages à tous les élus par mail, non seulement donc les 74 conseillers, mais donc vous avez envoyé à peu près 900 mails. On a envoyé à peu près 900 mails, puisque maintenant la loi engagement et proximité de décembre 2019 nous oblige à envoyer à tous les conseillers municipaux nos ordres du jour lorsqu'il y a des impacts financiers, pour qu'ils soient informés de ce qui se passe à l'agglo, puisqu'ils ne sont pas tous représentants dans les communes rurales à l'agglo, et même
pour les groupes d'opposition qu'ils aient le droit à l'information. C'est encore une nouvelle prérogative de la loi. Bon, le mail, vous savez, ça coûte pas cher, mais heureusement qu'il fallait pas tout envoyer en papier. Et le futur conseil communautaire aura 6 mois pour faire un règlement intérieur, pour voir comment distiller les invitations, les convocations. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de points à l'ordre du jour. On a des enjeux forts financiers en termes économiques et des dossiers financiers très lourds à passer. Alors très rapidement, donc vous avez fait, comme vous le disiez, un rappel de décisions prises pendant le confinement, il fallait le faire. L'actualisation des conventions de structure d'accueil de la petite enfance. Quel est le rôle de l'AGLO justement concernant le rapport par rapport à la petite enfance? C'est un rôle de pilote, de manager de la petite enfance. C'est devenu une compétence communautaire puisqu'à l'époque, c'était le pays de Matisse qui l'avait pris. Et la fusion des intercos fait que la nouvelle interco a dû prendre la petite enfance. C'est un rôle puissant et on travaille beaucoup avec les associations, on finance les associations, on les aide, ce qui permet d'avoir des aides de la CAF et de développer les relais d'assistance maternelle où on forme les assistantes maternelles, de développer aussi les crèches sur le territoire. Très peu d'agglos font ça autour de nous. Nous, on l'avait pris comme un besoin d'adaptation du monde rural vers l'enfance pour aider aussi les familles, qu'elles travaillent pas, et puis pour prendre en charge. Donc on a plusieurs sites. On a bien sûr à Caudry, on a bien sûr au Cateau. Là, on vient de la refaire complètement dans l'ancienne école Sédou. On l'a à Vennes-les-Aubert. On a des ribambelles, c'est des organismes qui tournent à Bertry, à Ligny, etc. On a des sites à Ouancourt, à Villa-Haute-Réau, un peu partout. On s'occupe de la petite enfance. Et le fait que ça soit l'AGLO, on peut lever des fonds, notamment au niveau de la CAF et de l'État. Et nous, bien entendu, on met quand même des sommes conséquentes. Mais on gère par association. Après, vous avez mis en vente 3 bâtiments vacants sur Catenières, Beauvois en Cambrésis ou Alain-Court-Sévigny. Pourquoi vendre ces bâtiments? Ce sont des bâtiments assez anciens, je ne vous cache pas. On les met en vente pour actualiser le prix. Alors à Catenières, on est confronté à un problème. On avait une société qui stockait le lait pour la laiterie d'Aouin, qui vient de perdre le marché. C'était quand même des loyers pour nous. Mensuellement, c'était un peu plus de 15 000 €. Donc là, il faut qu'on le vende, parce que c'est des bâtiments qui, avec le temps, vont s'effriter. Ça répond plus beaucoup aux attentes des industriels, hauteur des plafonds, les circuits, loin des accès des voies rapides. Donc on les met en vente. C'est pas pour ça qu'on va trouver repreneur, malheureusement. Dans le contexte actuel, ça va être terrible, mais il faut préparer au cas où il y a une opportunité. Moi, je préfère vendre ces bâtiments que de continuer à les louer et d'engendrer des coûts en qualité de propriétaire. Ouais, logique. Alors, vous avez également donné des subventions au profit d'entreprises. On a vu qu'il y a eu 8 aides au projet, aussi bien sur le Cateau, Caudry, Bertry, Kévy. Ça, c'est des aides qu'on fait aux PME, PTE, artisans, commerçants. Là, c'était les aides du premier trimestre. Après, d'autres dossiers sont déposés, mais avec le Covid, il y a une coupure. L'année dernière, on avait aidé plus de 100 sociétés TPE pour un montant de plus de 240 000 €. Voilà, et toutes les communes sont éligibles. Alors il y a des critères, bien entendu, de variabilité de la subvention selon les objectifs et ce qu'on rend éligible ou non, Mais ça aide énormément les commerçants, TPE et autres. Et là, ils en ont besoin. Ils en ont besoin, et je pense qu'ils en auront de plus en plus besoin. Surtout dans un avenir proche où, pour certains, c'est difficile. Mais pour certains, ils ont passé un cap. Et ils vont réussir grâce à notre aide, qui est substantielle, puisque ça va aussi bien des salons de dressing, des chambres d'hôtes, ça va sur le commerce, l'industrie, des restaurants, etc. Du tourisme. Mais ça fait toujours plaisir pour des commerçants, des artisans d'avoir des aides de l'AGLO. Alors, avant le vote du budget, comme d'habitude, vous avez présenté le rapport d'orientation budgétaire, en tenant compte évidemment de la situation actuelle. Et quelles sont les perspectives? Et pour vous, quel est l'avenir pour 2020-2021? Ici, les perspectives, si vous voulez, on sort de 3 ans difficiles, avec un rapport de la Chambre régionale des comptes, avec la suppression des contrats aidés, avec de la fiscalité imposée par l'État, avec beaucoup de choses qui ont été compliquées, mais on a optimisé notre gestion. On a su rembourser plus de 5 millions d'euros d'endettement et on a réussi à maintenir, avec un pacte financier et fiscal qui a été difficile à faire passer avec certaines communes rurales, les enjeux de demain. Donc demain s'annoncerait bien s'il n'y avait pas le Covid.
Et si on connaissait la position du gouvernement, parce qu'on sait très bien que M. le Président de la République a annoncé qu'il ne jouerait pas sur la fiscalité, donc il sera à un moment donné tenté, mais c'est l'État souvent, de prendre un peu de la ponction d'argent sur les dotations des collectivités territoriales. Et l'Agglo est une collectivité territoriale comme toutes les communes, quoi. Donc on s'en va pendant 2-3 ans dans une période très dure, hein. Alors là, vous avez voté les taux pour le bâti, non bâti. Est-ce que vous allez maintenir ces taux ou est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, il faudra les bouger? Dans le budget 2020, les taux n'ont pas changé par rapport à 2019. Donc le budget aujourd'hui, il est voté, on maintiendra ces taux. Après, on n'est pas à l'abri de secousses. Après, il faudra faire des choix si on maintient encore ou si on se retire de certains champs de compétences. Mais si on se retire, c'est pour la population à moins, quoi. Alors après, c'est une politique nationale qui intervient beaucoup sur les finances et internationale sur les finances des EPCI. Mais le PCI, l'Interco, est de plus en plus dur à gérer, quoi. Alors pendant la réunion, on a également parlé concernant l'extinction de l'éclairage public. Ça, c'est une question qui vient régulièrement. Ouais, parce qu'il y a des maires ruraux, et je les comprends, qui n'ont pas d'éclairage public la nuit. Et comme l'Agglo a pris la compétence, ils payent en solidarité pour ceux qui laissent l'éclairage public. Ça avait été un débat chez nous au Cateau, c'était un débat dans beaucoup de communes. Donc les maires ruraux, quand on leur dit essayons de faire des économies, c'est une thématique qui revient. Mais les villes et les communes rurales n'ont pas le même besoin ni l'ambition. Ils n'ont pas assuré des services la nuit et autres. Donc c'est un débat qui revient, qui reviendra sur la table. Alors c'est vrai que si on se situe sur un plan d'économie d'énergie, de développement durable, d'écologie, on n'a pas besoin. Si on se situe au niveau de la sécurité, c'est prouvé, que les gendarmes vous le diront, que les cambriolages et autres, c'est plutôt dans l'après-midi et fin d'après-midi, c'est rarement la nuit. Mais d'un autre côté, vous avez des villes ou des endroits précis où il faut maintenir de l'éclairage public. Comme à Caudry, par exemple. Comme à Caudry, comme au Cateau, autour du centre-ville, du musée Matisse, c'est tout. Nous, au Cateau, on a fait une expérience parce que j'ai voulu être solidaire à l'époque de l'ensemble des maires. Bon, la population ne comprenait pas. Parce que la population vit dans un confort et c'est tout à fait légitime, sauf que quand on vous diminue des ressources, il faut savoir éliminer des choses et c'est des choix. Voilà. Mais bon, ça reviendra, hein, vous savez, c'est cyclique. Et là, on avait fait une économie de combien à peu près? Nous, on avait économisé à peu près 80 000 euros. Et pour l'Agglo? L'Agglo, c'est un peu particulier parce qu'on a maintenu pour des villes qui, elles, ont cotisé, comme nous, le Cateau a recotisé. Donc, ça se situe dans les 400-500 000. Quoi. Donc, c'est pas mal. Les Aubert, Caudry, etc. Quoi. Alors vous avez proposé, avant de clôturer, une prime au personnel du crématorium. On a annoncé qu'il y avait eu 500 crématoriums depuis le 1er janvier, beaucoup de travail. Je pense que c'est mérité. Oui, on a eu 500 crémations depuis le 1er janvier, on n'a jamais atteint ces chiffres-là. Bon, il y a le Covid, il y a aussi la fermeture du crématorium d'Aumont. Et puis, quand le Covid s'est déclaré, quand Aumont a fermé, on a eu un afflux de victimes et de crémations. Et le personnel, lui, travaille du lundi au vendredi traditionnellement et spontanément, il a travaillé le samedi. Avec du personnel qui est stable, qui est de la fonction publique, qui n'a pas des salaires très élevés, mais comme tous nos aides ménagères chez nous, ils ont fait un travail remarquable et j'ai provoqué un peu l'État dans des discussions parce que je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas venir en aide avec une prime. Donc on a versé une prime de 1 000 euros pour cette période dense parce qu'ils avaient certes droits supplémentaires mais ils étaient plafonnés. Je trouvais ça ridicule et je ne voulais pas, si vous voulez, qu'on laisse des corps dans des gymnases réfrigérés et autres. Et j'ai trop de respect pour l'individu même à la mort pour laisser cette situation-là latente et l'État ne bougeait pas de trop. Et donc c'est l'Agglo qui a porté le projet, j'ai discuté avec le personnel, ils ont admis tout de suite ce principe et ils ont été solidaires. Et c'est normal que la reconnaissance, elle se fasse. Il ne suffit pas d'être sur les balcons, d'applaudir les gens ou ailleurs, encore faut-il, quand on peut faire la reconnaissance, de le faire. Alors la dernière question, finalement vous n'avez pas élu aujourd'hui le nouveau bureau, le nouveau président, etc. Dans la mesure où il y a des maires qui ne sont pas encore élus. Vous comptez vous réunir quand? La prochaine réunion est fixée, si tout va bien, le 11 juillet. 10 juillet. Le 10 juillet, le vendredi 10 juillet, vous avez mieux suivi que moi. Le vendredi 10 juillet, parce que nous avons encore des élections le 28 juin. Il faut attendre que les maires soient élus et les délégués de ces communes soient élus. Et après, on installera le nouveau conseil communautaire avec mes collègues souris, avec le président et les futurs vice-présidents.
Et donc plusieurs compétences qui sont rajoutées. On a la compétence transport qui est rajoutée. Ça va être important à gérer. Pour l'instant, on l'avait délégué en accord avec la région. Il y a la compétence eau, assainissement qu'on a vécu en fin d'année et qui n'est pas terminée, avec des transferts de charges et bien sûr de recettes. Et beaucoup de boulot, puisque l'État va certainement décentraliser, dérégionaliser de plus en plus. Donc de plus en plus, on portera des projets. On a à peu près 19 compétences. Ça fait beaucoup, M. Villain. Beaucoup pour moi. Eh ben, je vous donne rendez-vous donc au mois de juillet. Claude sera également présent pour filmer tout ça et puis on fera peut-être un petit bilan. Oui, ça sera avec plaisir. Merci. Merci à vous. Dans la République, Platon écrivait et dans la politique, Aristote disait que la musique adoucit les mœurs. Plus prosaïquement, l'école de musique cartésienne vous propose l'apprentissage du piano et du corps d'harmonie, deux techniques musicalement totalement différentes. Bonjour, je m'appelle Agatha Maïka. Comme vous vous en doutez, après mon accent, je ne suis pas française, je viens de Pologne, je fais mes études là-bas. Je travaille actuellement à l'école de musique du Cateau et au conservatoire à Cambrai. Je suis professeure de piano. Au Cateau, j'ai une petite classe. J'ai 7 élèves. Ce sont les élèves les tout petits. Ma plus petite, Castille, elle a commencé à 6 ans. J'ai les adolescents et aussi les adultes. Mon instrument de prédilection, c'est le piano. À l'école de musique, nous avons les pianos droits dans les salles de formation musicale. Mais pour nous, les pianistes, on a un piano à queue dans une grande salle dans laquelle on organise les auditions, les concerts. Et puis, on a droit à travailler dessus. Donc, c'est un privilège pour nous, les pianistes. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le répertoire. Le répertoire, j'impose dans ma classe un peu quand même la musique classique. C'est notre base. Mais si les élèves souhaitent de jouer la variété, la musique de film ou le jazz, je leur permets aussi de le faire, évidemment. Ma classe, elle n'est pas très grande, mais elle est active. Les élèves, ils jouent à la ville du Cateau. Ils ont joué au musée Matisse, où ils ont pu profiter de la belle salle avec un très très joli piano qui est au musée. Alors peut-on avoir un petit extrait de entendre le son de cet instrument? Oui. Évidemment, comme je suis polonaise, je vais vous jouer un petit bout de Nocturne de Chopin.
Et ben voilà. Merci. C'est un bon moment musical. Je voulais vous dire aussi, le piano, c'est le roi des instruments. Il appartient aux instruments à cordes frappées, puisqu'il y a les marteaux à l'intérieur qui frappent les cordes pour qu'on puisse entendre le son. Mais en même temps, c'est un instrument polyphonique. Vous avez vu, j'ai pas joué une mélodie, j'ai joué une mélodie plus l'accompagnement, les harmonies, plusieurs notes en même temps. Donc voilà, c'est la richesse de notre instrument, de pouvoir jouer vraiment la musique. On s'en passe d'un accompagnateur. On est soliste, accompagnateur, tout à la fois. Voilà. Donc on ne peut qu'encourager les gens à venir essayer. Alors oui, j'encourage, j'invite à faire la musique avec nous. Je voulais vous dire aussi que on joue les concerts, les auditions, on fait la musique en famille. Les personnes de la même famille qui est à l'école de musique, ils peuvent jouer ensemble. J'ai une maman qui accompagne sa fille, ou une maman et son fils qui jouent à 4 mains. Donc voilà, l'ambiance est très bonne à l'école de musique. Tout se passe détendu. N'ayez pas peur. Venez nous rejoindre. Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai quitté la voix pour reprendre l'instrument. C'est un instrument qu'on appelle le corps d'harmonie, qui est un long tube enroulé sur lui-même, avec lequel on a besoin pour faire des sons d'une embouchure, comme tous les instruments de cuivre. Embouchure à perce conique, bien sûr, ce qui va rendre le son plus doux. Donc à l'origine, le corps qu'on appelle corps d'harmonie, c'est le corps moderne. C'était le corps de chasse. Donc on a tous entendu des sonneries. Voilà, donc ça, à l'origine, c'était le son du corps de chasse. Et vous voyez ici en train d'enlever ici ce qu'on appelle les pompes, c'est les pompes d'accord qui servent à accorder l'instrument. Et toutes ces coulisses ici, qui vont agrandir l'instrument. Donc on a le corps qui fait 4,20 m, tout déroulé. Donc on lui a ajouté des systèmes pour pouvoir avoir toutes les notes possibles au corps. Voilà, et à chaque fois qu'on actionne ce qu'on appelle une palette, avant c'est des pistons, au 19e siècle, ça s'est modernisé, donc on a maintenant des palettes. À chaque fois qu'on met une palette, on baisse d'un demi-ton, c'est-à-dire qu'on agrandit le tube, vous voyez, de ça on agrandit l'instrument, donc ça fait baisser le son. Si je fais ça, ça va agrandir encore une fois un peu plus, puisque le tube est plus long. J'ajoute les 2 tubes, etc., etc., et on arrive à des combinaisons qui nous permettent de jouer tous les sons du corps. Donc ce corps qu'on connaît maintenant sur le nom de corps d'harmonie, le corps moderne. Voilà. Alors maintenant, je connais donc un petit peu plus le corps, mais je voudrais connaître aussi une musicien qui est juste derrière l'instrument. Alors qui êtes-vous ? Alors je suis Pascal Leprel, je suis intervenant en milieu primaire. On s'est souvent vu à Beffroi Vision quand j'encadre les chorales des groupes scolaires. On s'est vu aussi puisque je dirige l'harmonie municipale et je m'occupe aussi de la Castellane en tant que chef de chœur. Donc on a souvent l'occasion de se voir sur les antennes de Beffroi dans différents types de choses. Puis je me produis aussi quelquefois en tant que chanteur puisque j'ai fait des études de chant au conservatoire. Voilà, donc c'est vrai que maintenant je fais beaucoup plus de chant que de corps, mais je continue à faire découvrir le corps aux élèves. Alors combien d'années ici à l'école de musique du Cateau ? Alors moi on a fêté
donc j'allais avoir 60 ans pendant le confinement, donc c'était un anniversaire un peu spécial. Et je suis au Cateau depuis 30 ans. On a fêté les 30 ans au mois de février, juste avant de s'enfermer chez nous pour cette triste période. Est-ce que vous avez joué chez vous en attendant? Oui, encore une fois, moi je pratique beaucoup le chant, donc je dois m'exercer énormément. Puis je fais aussi du corps pour entretenir l'instrument. Donc vous ne faites pas que le corps comme instrument, je présume? Disons que maintenant, encore une fois, je m'occupe beaucoup du chant. Mais à Caudry, on fait aussi un peu de piano pour encadrer les élèves à la formation musicale. Bon, je fais de la flûte à bec, mais ça c'était dans les groupes scolaires à l'époque, quand on pouvait faire de la flûte à bec. Donc on a abandonné cet apprentissage, donc maintenant j'aime bien jouer de cet instrument aussi, mais plus à l'école puisqu'on n'a plus le droit de le faire. Ça vous apporte quoi de former les jeunes instrumentistes? On voit qu'on leur donne la musique, c'est un plaisir. On produit des choses, on apprend à créer des choses, on crée beaucoup de choses en musique. Donc, dès que l'élève arrive à faire des sons, à produire des mélodies, on voit qu'il est toujours émerveillé par cette chose, quoi. Alors, qu'avez-vous à dire aux futurs élèves qui voudraient bien venir ici? Venez le plus possible. Alors, je les ai pas ici, ils sont dans les armoires là-bas, mais on a maintenant ça c'est un corps double, qu'on appelle un corps pour les adultes, qui est assez grand. Mais on a maintenant les petits corps qui ont été prévus, les petites mains, on appelle ça, pour les élèves de 7 ans, 8 ans. Donc on peut commencer maintenant le corps en CP, C1, tranquillement. Quand on a des élèves plus grands, on leur donne des corps plus grands, plus adaptés à leur taille de main. Mais comme les mains sont petites, quand on est plus petit, forcément, donc on a maintenant des corps petites mains. Ça permet aux élèves de commencer plus tôt l'instrument. Et ça simplifie aussi la formation. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit morceau pour le plaisir des oreilles? Donc c'est cet air que j'ai travaillé ce matin puisque je m'occupe des chorales et j'avais ça en tête. Vous êtes reconnu sous le ciel de Paris. Paris, bravo. Voilà, c'est le début de la mélodie. Donc, encore une fois, un très bel instrument. J'aime avec moi ce matin, on va travailler après, deux cornistes de l'école de musique, puisque les activités de l'école de musique reprennent. C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission, pour ne pas les oublier. Voilà, alors j'espère que vous viendrez nombreux à la rentrée pour peut-être découvrir l'instrument, puis apprendre plein de choses ensemble et prendre du plaisir surtout. Du 6 au 31 juillet 2020, l'accueil à vacances plurielles des enfants de 3 à 16 ans est à l'ordre du jour. Permanence chaque mercredi de 8h30 à 11h30 au Palais des Sports. Contacts et dossiers au 03 27 77 57 02. Alors, Monsieur Vermeulen, expliquez-nous comment va se passer la rentrée à vacances plurielles. On va pouvoir accueillir les enfants après avoir discuté longuement avec la ville de Le Cateau de tous les aménagements qui étaient nécessaires. On va pouvoir accueillir, grâce à cet investissement de la ville, les enfants dans d'excellentes conditions. Alors certes, avec des changements par rapport aux années précédentes, puisque nous serons accueillis à l'école Matisse, aussi bien pour les plus de 6 ans que pour les moins de 6 ans, avec un effectif limité la première semaine à 64 enfants de plus de 6 ans et 30 enfants de moins de 6 ans, et puis un protocole que vous avez connu un petit peu dans les écoles. Alors donc, combien d'inscriptions déjà? Alors là, au niveau des inscriptions pour la première semaine, le centre est complet. Il reste des places pour la semaine 2, la semaine 3 et la semaine 4. À savoir que cette année, le centre ne fonctionnera pas au mois d'août. Ça fonctionnera uniquement du 6 juillet au 31 juillet, à la semaine du lundi au vendredi. Donc les inscriptions se feront 11 rue Bois-Mon-Plaisir, à côté du LALP. Donc qu'allez-vous proposer pendant ce mois de juillet?
Alors, les inscriptions font suite à tout un processus de sondage qui avait été validé par les élus, que l'on a transmis par le biais des directrices d'école. Et ensuite, les familles ont été rappelées, les familles qui avaient déjà inscrit leurs enfants les années précédentes, en 2020 ou en 2019, ont été contactées. Ce qui est proposé aux enfants, ce sont des parcours, puisque les groupes seront fixes sur la semaine. C'est-à-dire que l'enfant sera avec le même groupe tout au long de la journée et tout au long de la semaine. Il y aura un parcours sport où l'enfant fera 2 activités sportives dans la journée, un parcours expression où il y aura 2 activités expression, donc théâtre, comédie, enfin voilà, de l'expression, et un parcours création. Alors il fera des activités manuelles avec 2 activités par jour. Et il y a aussi la possibilité de mixer une activité sport, une activité expression, ou une activité sport et une activité création. Il y avait des conditions sanitaires bien spécifiques. Alors les conditions sanitaires qui ont été assouplies sur ces dernières semaines, mais effectivement un accueil échelonné, les groupes fixes on en a parlé, la nécessité d'entretenir les locaux de façon méticuleuse, et puis le port du masque pour les adultes à partir du moment où on ne peut pas maintenir une distanciation d'1 mètre. Et des animateurs formés spécifiquement, non ? Alors, des animateurs sensibilisés, bien entendu, au protocole, mais aussi des animateurs formés avant tout à l'animation, à la possibilité de donner du plaisir et de donner des activités intéressantes au groupe d'enfants. Alors, qu'est-ce que l'on pense de la réouverture de la vacances plurielles ? Eh bien, c'est très bien. C'est vrai qu'après quelques réunions, on a décidé de rouvrir le centre cet été. C'est un bien pour les enfants. Ils ont besoin d'activités après quelques mois de confinement. Donc voilà, je fais entièrement confiance à M. Vermeulen et à ses animateurs pour cet été. Je suis sûre que tout se passera bien et que les enfants auront des conditions presque normales, on va dire, par rapport aux années précédentes. Un dernier mot. Alors un dernier mot, on a parlé de l'accueil de loisirs, mais il y a aussi, grâce au fort investissement de la ville, depuis 2003, des colonies qui sont organisées. Donc cette année, il reste encore quelques places pour partir dans les Vosges, pour partir à Cap au Sud, sur la Côte d'Azur, ou pour partir à Epeuy pour les moins de 7 ans. Donc n'hésitez pas, Nathalie Petelot, au 11 rue Bois-Montplaisir pour les inscriptions, pour des informations. Et voici nos annonces locales. Avis aux contribuables. La trésorerie du Cateau-Cambrésis est, depuis le jeudi 25 juin, ouverte au public. Les jours et horaires restent les mêmes, lundi, mardi et jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h. À noter que le port du masque est obligatoire et qu'une seule personne à la fois est autorisée à accéder dans les locaux au 11 rue Gambetta. Qui connaît Hans Beck et Horst Brandstätter ? Eh bien, ce sont les créateurs des Playmobil, présentés pour la première fois au Salon du Jouet de Nuremberg en 1974. Pour les nostalgiques de ces Playmobil, Dominique Poulain organise jusqu'au 31 juillet une exposition au Bureau d'information touristique du Cateau. Ce journal est maintenant terminé. Prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité et passez une bonne semaine. Au revoir et à bientôt.